Affaires publiques, Alexis Lacroix. Alyosha Valdazovski, bonjour. Bonjour Alexis. Bienvenue à Radio J, on est très heureux de vous accueillir. Vous êtes philosophe, vous êtes professeur des universités, vous êtes auteur de plusieurs essais et vous signez d'ailleurs des entretiens qui sont passionnants avec Jacques Rancière, le philosophe Jacques Rancière, Penser l'émancipation aux éditions de l'Aube et aux éditions des Iris. Vous signez un livre passionnant, on va y venir dans un deuxième temps de notre émission, j'allais dire de lecture, de relecture philosophique de la période de la pandémie, qui n'est pas d'ailleurs totalement terminée et qui s'appelle tout un programme, Serial Virus. Donc on va y venir évidemment dans un deuxième moment de cette émission. Alors évidemment ce qui s'impose tout de suite, vous vous en doutez, dans une semaine comme celle-là, on a le plaisir de vous avoir, c'est une lecture, j'allais dire, politique aussi des événements. Alors il y a des choses passionnantes dans vos entretiens avec Jacques Rancière, notamment cette idée sur laquelle il insiste d'ailleurs depuis longtemps, que la démocratie, au-delà des procédures d'un régime particulier, c'est aussi une certaine manière d'accommoder, de faire vivre l'égalité. Est-ce que c'est un des enjeux, d'après vous, sous-jacents de la présidentielle qui arrive maintenant à grands pas, Alyosha Valdazovski? Oui, absolument Alexis. Mais ce livre, Penser l'émancipation, au-delà même du terme ou la notion d'émancipation elle-même qui est importante dans le champ politique depuis longtemps d'ailleurs, et encore aujourd'hui évidemment, en France et ailleurs, ce livre de dialogue avec cette grande figure intellectuelle qui est Jacques Rancière, que nous connaissons bien, effectivement, et a été fait pour coïncider effectivement avec notre période électorale, c'est évident. On a effectivement fait un dialogue en 5 parties, 5 volets, avec des thèmes qui peuvent aller de l'écologie au féminisme, de la jeunesse à un certain renouveau. Alors l'idée que vous avez posée est fondamentale, l'égalité. Qu'est-ce que c'est? Et l'idée de Jacques Rancière, très simplement, entre égalité et démocratie, c'est rejouer les places, c'est redisposer autrement, essayer de réinventer finalement notre place au sein de la démocratie. Alors vous avez botté en touche habilement, mais vous êtes évidemment là dans un rôle où vous avez le droit de ne pas répondre exactement directement aux questions. Vous avez très bien répondu, mais cela dit, est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, il y a, disons, une partie de la colère du peuple français qui s'exprime à l'endroit d'une non-prise en compte, ou du sentiment en tout cas, que la prise en compte de cette question, de ce défi de l'égalité, n'est pas suffisamment assurée par, disons, l'offre politique existante? Ah non, mais vous avez totalement raison. Je faisais simplement que... Voilà, non, bien sûr, je faisais que dresser un peu le contexte, le panorama de ce projet, ce livre sur l'émancipation. Je vous ai taquiné. Et voilà, mais vous avez raison. Et donc, oui, non, mais la question de l'égalité, effectivement, est au cœur des préoccupations des Français et qui montre effectivement un déficit d'égalité sur des questions très simples, sur la vie quotidienne, sur le prix de l'essence, sur le coût de la société, le coût de la vie. Et effectivement, on a l'impression qu'il y a une partie de la société française a le sentiment d'être un peu, justement, laissée de côté, de ne plus avoir cette place qu'elle occuperait au cœur des relations humaines, au cœur des relations sociales. Alors, votre livre est passionnant, Penser l'émancipation avec Jacques Rancière, le philosophe Jacques Rancière. C'est un dialogue de fond, vous allez au fond des questions. Alors, je ne savais pas que vous l'aviez conçu pour la présidentielle, mais ça tombe très bien. Alors, est-ce que vous avez le sentiment que justement, quand on ne répond pas de façon très concrète aux différentes demandes d'égalité, vous venez d'en citer certaines, tout ce qui est relatif au pouvoir d'achat en règle générale, etc. Est-ce que c'est, au fond, ce que Rancière appelle le parti de la tristesse, la conviction que le monde va à sa ruine, une certaine vision apocalyptique qui prend la place du désir d'égalité et d'émancipation? Oui, parce qu'effectivement se joue aussi quelque chose à la fois dans le réel et aussi évidemment dans le symbolique, dans l'imaginaire, dans la conception qu'on a de sa propre identité ou de sa propre place. Donc effectivement, Rancière qui lui est plutôt un penseur progressiste, évidemment, optimiste d'une certaine façon, parce qu'il dit qu'il y a toujours la possibilité effectivement de déplacer les frontières, de déplacer les espaces sociaux qui semblent parfois en tout cas fermés, fixes et définitivement excluants pour certaines personnes. Je cite son progressisme entre guillemets, s'incarne au travers de formules comme avoir confiance dans la puissance de l'égalité, c'est avant tout quelque chose qui va marquer nos actes. Cela ne veut pas dire qu'on est sûr de gagner. Non seulement on ne connaît pas l'avenir, mais encore on ne peut pas savoir qui l'emportera. Non, on peut pas mieux dire à 2 jours du scrutin. Absolument. Mais c'est vrai, il y a des passions tristes, et comme le dit Spinoza, il y a des passions qui effectivement nous enferment dans une certaine tristesse, dans un état où on se sent impuissant, on a l'impression qu'on n'avance pas, qu'on n'a pas de place dans la société. Jacques Rancière dit c'est pas parce que la démocratie a des faillites, des faiblesses dans un certain nombre d'institutions qui sont au ralenti ou qui sont que on ne peut pas essayer de reprendre les choses, de les redéplacer, de les réinventer, ou d'y participer en tout cas. Je suis coquin parce que je suis journaliste, mais donc je veux pas vous tirer vers un commentaire politique. Allez-y Alexis, trop immédiat. Mais est-ce que vous avez le sentiment que après 5 ans, disons, de présidence macronienne,
les différentes promesses sur lesquelles le président Macron avait été élu en 2017 ont été tenues, et notamment cette promesse relative à l'émancipation qu'il avait formulée dans son livre, quand il disait « Je veux réconcilier les Français entre eux, je veux aussi les réconcilier avec la chose publique, avec leurs représentants ». D'après vous, le compte y est, 5 ans après, Alyosha Wałęsowski. Je pense que ce projet, d'ailleurs le livre s'appelait Révolution. Tout à fait. On ne peut pas être plus progressiste qu'un terme justement qui veut aller vers justement un changement des choses et une prise à bras-le-corps des difficultés du temps présent. Tout à fait. Donc ça, effectivement, ça reste un défi, je pense, d'actualité. Puis on ne peut pas répondre à votre question par oui ou par non, parce qu'il y a différentes strates. Imaginons la question écologique qui, elle, demande effectivement, voilà, des acteurs très divers, des acteurs et actrices très divers. Ça demande beaucoup d'aspects, si on veut, par exemple, des défis à l'échelle de la planète, mais aussi à l'échelle de notre propre quotidien. Donc il y a beaucoup de niveaux, évidemment. Moi, je pense que ça fait partie aussi, de toute façon, d'une dynamique politique. Il y a des choses qu'on arrive à faire, d'autres qu'on n'y arrive pas. Donc le bilan, si vous voulez, il est toujours difficile à mesurer ou à noter de manière définitive, mais en tout cas, il y a des dynamiques qui ont été mises en place. Il y a des dynamiques qui ont été mises en place à la mesure même des difficultés ou des freins qui peuvent se voir. Alyosha Wałęsowski, vous êtes philosophe, vous êtes essayiste, vous êtes professeur d'université, vous êtes également musicologue, on en dira peut-être un mot tout à l'heure sur la question du virus. Vous signez 2 livres passionnants, notamment Penser l'émancipation avec le philosophe Jacques Rancière. On évoque évidemment la présidentielle. Bien sûr. Comment vous analysez aussi comme philosophe, comme spécialiste de politique, comment vous analysez justement toutes ces affaires qui se succèdent maintenant, cette mise en cause du président de la République par le parquet national financier sur la question des conseils donnés par le conseil américain McKinsey. Comment vous analysez ça? Mais écoutez, en tout cas, à période électorale, dit effectivement tension sur réinvesti. Effectivement, les affaires politiques font partie de la vie politique avec des niveaux très différents. Évidemment, on peut pas mettre tout sur le même plan. Donc, moi, je pense que ça fait partie même de ce qu'on peut appeler avec la formule de Jacques Rancière, le partage du sensible. C'est-à-dire qu'il y a tous les acteurs sont là. Il y a les médias, les acteurs économiques, les acteurs politiques, la vie publique. Donc tout ça est un espace de tension. Et donc de toute façon, ça fait partie, je pense, une sorte de dialectique politique avec des moments qu'il faut surmonter. En fait, toute la question, c'est de savoir comment on dépasse, on s'appuie sur ces difficultés pour essayer de rebondir selon la place qu'on occupe effectivement dans l'échiquier politique, les adversaires ou les parties prenantes. Alyosha Wałęsowski, avec Jacques Rancière, vous écrivez, donc vous lui dites, pour vous, Jacques Rancière, l'acte politique fondamental, c'est d'abord l'expression dissensuelle et vivante d'une transformation par celles et par ceux qui n'ont aucun titre à exercer le pouvoir. Donc il y a eu plusieurs exemples. Disons, dans la dernière décennie, que nous avons eu l'occasion ensemble de commenter, Occupy Wall Street, Podemos en Espagne, plein de mouvements Greta comme ça. Thunberg, par exemple, une citoyenne d'un jeune âge. Qui consiste à l'empowerment, au fond, à redonner le pouvoir à ceux qui en sont traditionnellement privés. Il y a une demande de ça aujourd'hui dans la société française, c'est incontestable. Mais oui, on le voit avec la jeunesse, on voit avec la notion de citoyenneté. Ce qui est intéressant avec cette idée de citoyenneté, c'est qu'elle peut se réinvestir à certains moments de l'histoire. Ce qu'il faut, c'est évidemment que, d'une part, ça aille dans le bon sens, avec l'idée de responsabilité, très important pour le citoyen, de justice, de cause juste, de cause fondamentale, pour penser à nos enfants, pour penser aussi à nos amis, etc. Donc voilà, l'idée de citoyenneté, elle est toujours en fait une tension entre ce qu'on est et ce qu'on aimerait être, entre ce qu'on est défini au départ. Vous voyez ce que dire, les données sociales, les données. Enfin voilà, on a beaucoup de penseurs comme Bourdieu ou d'autres que Jacques Rancière d'ailleurs critique ou discute. On a des positions sociales. Qu'est-ce qu'on en fait? Vers quoi on va? Comment on peut travailler ensemble? Alors, il n'y a de politique, écrit Rancière, que lorsqu'il y a un peuple, lorsque le peuple ne se confond pas avec sa représentation étatique, mais se déclare et se manifeste lui-même en choisissant ses lieux et ses temps. Alors, je vais vous poser très clairement la question. À vos yeux de philosophe, il reste un peuple en France où celui-ci est éclaté, disséminé, fragmenté, en autant, j'allais dire, de communautés d'appartenance et d'identification. Mais c'est ce qui fait à la fois la richesse et la tension entre, effectivement, les différents... Du moment présent, oui, du moment présent, et même de ce que peut être un peuple avec cette idée d'unité, d'unification qui est toujours très compliquée parce que ça oblige à chacun d'avoir un rapport entre soi et les autres, entre l'individuel et le collectif. Et puis, c'est la grande question du moment, la question de l'identité. C'est finalement une question qui nous traverse et qui... Mais tout dépend de la manière dont on le prend. Une identité en mouvement, une identité liée plutôt à des... Vous voyez, à une forme de... Alors, il y a un candidat à la présidentielle qui est aujourd'hui crédité de sondages plutôt favorables, qui est Jean-Luc Mélenchon, qui s'est approprié un concept dû à un écrivain que vous connaissez bien, qui est Édouard Glissant, qui est le concept de créolisation. Absolument. La créolisation, donc, c'est l'hybridation, justement, des identités.
Est-ce que vous pensez qu'il se l'est approprié en étant fidèle au sens que Glissant lui avait donné, ou est-ce que vous pensez qu'il l'a détourné dans le sens, disons, d'une acceptation globale du multiculturalisme? C'est une très bonne question. Je me souviens du débat du 25 septembre sur BFM entre effectivement Monsieur Mélenchon et Monsieur Zemmour sur cette question où la créolisation est arrivée à un moment de la conversation. L'exemple que prenait Monsieur Mélenchon était presque un exemple gastronomique. Il nous disait aujourd'hui l'un des plats les plus consommés en France, c'est le couscous ou la pizza, en montrant en fait finalement une sorte de créolisation presque gastronomique ou du goût. Mais bon, l'idée effectivement c'est plutôt de savoir dans la créolisation en fait c'est cette idée que nos histoires, nos identités de toute façon ne sont pas fermées, elles ne sont pas fixes, elles ne sont jamais définitives et elles se sont construites par les rencontres, par les relations et aussi par les tensions, par les guerres, les violences. Donc cette idée de créolisation, elle est vraiment importante pour penser notre monde aujourd'hui. Alors est-ce qu'il ne faut pas aussi rétablir une forme d'unité du récit historique français? Et par exemple, Manuel Valls, dans Actualité juive, hier, dit finalement, je crédite quand même Michelet ou Lavis d'avoir su forger cette unité du récit français. Cette unité est éclatée aujourd'hui et ça explique beaucoup de malaise de la société française. Les gens, au fond, ne s'identifient plus à un collectif, à un narratif unitaire collectif. Oui, qu'est-ce que vous pensez de ça? Non, mais moi, je trouve que c'est une question fondamentale, très importante. Effectivement, il faut savoir aussi être traversé par aussi ses histoires, ses origines, ses mémoires. Tout dépend de la vision qu'on a de la France et de ce récit, qui est soit un récit ouvert ou un récit fermé, soit une série de relations avec le monde qui, effectivement, de toute façon, vont continuer. Comme disait Glissant, rien n'est vrai, tout est vivant. C'est-à-dire que l'histoire elle-même est vivante. Et puis, il faut pas oublier que Glissant rappelait aussi qu'il y avait le droit à l'opacité. C'est-à-dire que même la mémoire la plus complète, quelque part, laissera une place aussi à notre imaginaire, à notre fantasme d'aujourd'hui sur notre passé. Donc c'est une tension entre le présent et le passé qui est réinvestie par ce récit national, mais alors dont on a besoin. C'est passionnant de vous avoir ce matin, Alyosha Walazowski, au micro de Radio J. Merci. Je rappelle que vous êtes philosophe, vous êtes professeur des universités, vous signez plusieurs ouvrages dont on vient de parler, Penser l'émancipation avec Jacques Rancière notamment. On va parler du deuxième sur la crise pandémique qui est absolument passionnant dans un instant. Juste une question, alors encore d'ordre général. Vous êtes au fond un intellectuel engagé, à votre manière aussi. Qu'est-ce que vous souhaitez pour la France? Écoutez, on ne peut souhaiter que... Alors, je ne sais pas si certains proposent des jours heureux pour la France. Cette formule, évidemment, peut aussi nous plaire. Non, il faut que la France, effectivement, continue sa dynamique, je pense, à tous les niveaux, que ce soit national ou international. Je pense que la France a évidemment, de toute façon, une très belle carte à jouer pour elle-même et pour les autres. Et donc, je pense que c'est tout un Quelle carte justement? Mais cette carte de ce qu'elle peut apporter au monde et de ce que c'est de sa dynamique. En fait, je pense que les Français Françaises doivent prendre conscience aussi de ce qu'est leur potentialité, leur richesse, leur force, et que ce soit partagé avec le plus de gens possible. Merci beaucoup pour cette première partie de la conversation. Donc, on vient de parler, au fond, du contexte politique. Penser l'émancipation, donc c'est aux éditions de l'Aube, avec le philosophe Jacques Rancière. Nous basculons donc sur le deuxième sujet qui nous occupe. On est dans la 6e vague, au fond, du coronavirus. Cela fait maintenant donc 2 ans, un peu plus de 2 ans. Il y a donc 2 ans, il y avait eu un confinement des populations à l'échelle de l'Europe assez important, sur le modèle de la Chine. Est-ce que vous pensez qu'au fond s'est installé, à la faveur de cette crise, une forme de nouvelle gouvernance, de nouveaux régimes de gouvernance, de nouveaux biopouvoirs, pour parler comme un certain nombre de philosophes que vous sollicitez dans votre nouveau livre Serial Virus. Oui, absolument. Mais c'est cette idée justement que Serial Virus, c'est essayer d'analyser en fait le temps qui s'est passé et montrer comment des pays ont été dans un certain rythme de vitesse, d'accélération, de pointe. Israël, par exemple, aussi a été très en avant sur beaucoup de questions pour essayer de prendre de vitesse le virus. D'autres pays ont plutôt eu des réactions de repli, de retard. Donc en fait, on voit finalement avec ce que nous vivons depuis 2 ans, ce que signifie vitesse et lenteur, ce que signifie rythme politique. La rythmicité. Voilà. Ouais. Mais c'est pour répondre aussi à votre question sur la biopolitique, c'est-à-dire une sorte de réaction sur certains repères qui peuvent enfermer effectivement les gens en disant voilà, maintenant c'est la santé qui est le premier critère de votre identité, de votre citoyenneté. Quelle santé portez-vous? Qui êtes-vous à partir de cette question de la santé? Et on a vécu des expériences extrêmement fortes. Le confinement, pour moi, c'est par exemple un huis clos sartrien. C'est quelque chose qui fait que se retrouver confiné, enfermé, ça suppose de penser sa propre liberté, son propre espace de pensée, voyez, c'est-à-dire que ça nous réinvestit de grandes questions philosophiques, existentielles et profondes. Alors on sent poindre un débat qui n'était pas forcément présent dans la première année, dans l'espace public, mais qui est aussi un débat d'intellectuels. C'est pour ça que je vous interroge là-dessus. On sent poindre un débat sur,
au fond, la nature des stratégies politiques qui ont été entreprises. Tout le monde a voulu sincèrement, bien sûr, endiguer les vagues successives du coronavirus. C'est une évidence, et limiter le nombre de personnes affectées de manière mortelle par ce virus. Tout ça est vrai. Mais on sent poindre un débat aujourd'hui qui n'existait pas au début sur, au fond, les arrière-pensées politiques. Est-ce qu'il y a eu, comme le prétendent certains, un désir d'accélérer le contrôle des populations par la gouvernance mondiale à l'occasion du coronavirus, ou est-ce que cela vous semble être plutôt, Alyosha Waldaszowski, une reconstruction d'ordre complotiste de cette crise pandémique? Alors, évidemment, je pense que ça se trouve un peu entre les deux. Ce qui est certain, c'est que les situations que nous avons tous vécues à l'échelle mondiale, c'est-à-dire d'un seul coup une sorte d'universel, d'un temps arrêté, d'un temps stoppé, alors que le virus, lui, circulait partout, immédiatement. Et bien, ça a eu des réactions de décisions politiques très différentes. Certains pays, effectivement, beaucoup plus proches, par exemple, de l'illibéralisme, ça dépend le terme qu'on veut utiliser, mais... On copiait les Chinois, pour les Voilà. Et par exemple, regardez ce qui se passe actuellement à Shanghai. C'est un reconfinement extrêmement verrouillé. Donc, il y a des pays qui ont joué la carte du verrouillement, du contrôle, d'une politique extrêmement dure, et d'autres pays qui ont essayé de trouver un équilibre, justement, entre la question sanitaire, c'est-à-dire toutes mes questions, liberté, sécurité, santé. Comment conjuguer, à la fois d'ailleurs philosophiquement, idéologiquement, politiquement, ces trois notions. Alors, puisque vous citez justement un certain nombre d'auteurs que vous sollicitez, il y a Freud, au fond, la grande alternance existentielle, on va dire, entre Thanatos et Eros, entre la pulsion de mort et la pulsion de vie. La pulsion de mort a triomphé, vous pensez, dans une partie de la crise? Écoutez, il suffit... Alors, je prends des exemples très variés. Oui. Toute l'idée, c'était de comprendre justement comment une pulsion, et c'est ce que vous avez dit, effectivement, d'un seul coup, une sorte de pulsion mortifère a saisi, même parfois, des institutions politiques. Et des situations... Par exemple, regardez ce qui s'est passé la première année, lorsque même des médecins ou des infirmiers se sont fait casser leur voiture pour qu'on vole leur masque. Là, c'est une pulsion de mort terrible qui s'est saisie alors pas d'institutions, mais d'individus proprement dit, et des institutions dans certains pays aussi qui ont contrôlé et vraiment isolé des personnes parce qu'elles étaient une menace pour le reste des habitants. Donc des pays qui effectivement ont comme modèle des formes de dictature ou de vision extrêmement fermée de la vision humaine. D'un seul coup se sont saisis effectivement, mais on pense par exemple à Bolsonaro, ça a été aussi une réaction politique incroyable. Donc on voit le décalage entre des politiques progressistes, démocratiques, qui essaient de trouver des équilibres. Les pulsions de mort, ça c'est quand même quelque chose qui renvoie à une certaine vision de l'histoire de la violence dans la société, l'histoire des tensions, et ça a quand même eu des impacts extrêmement forts sur notre vivre ensemble. Alors à titre personnel, par exemple, vous qui êtes un acteur engagé aussi de cette crise, puisque vous signez un livre passionnant, Serial Virus, qu'on est en train de commenter ensemble aux éditions Désiris, Alyosha Waldaszowski. Quand le gouvernement français, en décembre, devant la survenue du variant Omicron, qui semblait très dangereux à l'époque, a acté justement le vote à l'Assemblée nationale du pass vaccinal, vous étiez content ou vous étiez plutôt défavorable à cette mesure? Mais écoutez, la question ici, c'est vraiment, je pense, la question c'est celle du pragmatisme, c'est-à-dire de la réelle politique, c'est-à-dire de faire en sorte qu'effectivement on soit dans une situation d'équilibre des forces. Et ça, c'était pragmatique ou c'était pas pragmatique? Il me semble que ça avait cette vertu d'essayer d'être pragmatique parce qu'il était nécessaire en tout cas de mettre en place à ce moment-là. Si vous voulez, la question c'est toujours facile de juger de l'extérieur, mais c'est la question du moment. Mais oui, voilà, je pense que c'était des réactions politiques consensuelles, pragmatiques. Alors ce caractère de sérialité, c'est le caractère de sérialité qui est au cœur de votre réflexion sur cette crise pandémique mondiale, avec justement des retours épidémiques ou des retours de la pandémie, des reprises épidémiques, comme on dit chez les médecins. Qu'est-ce que ça nous donne à penser, justement, sur nos sociétés? Est-ce qu'elles sont soumises à nouveau, parce qu'au fond, c'est une question philosophique qui est sous-jacente, est-ce qu'elles sont soumises à nouveau, en dépit de leur haut degré de contrôle technologique sur les temps, à des retours, au fond, de la nature, sous la forme de virus, qui sont très difficilement contrôlables? Mais vous savez, on ne prend conscience des battements de son cœur que lorsqu'il y a des difficultés rythmiques ou cardiaques qui nous le font ressentir. Et donc la question des rythmes de notre société, donc qu'on n'interroge jamais, puisqu'on y est pris et qu'on fonctionne effectivement, sauf parfois qui mène parfois au burn-out, par exemple dans des cas où il y a une surrythmicité, une suractivité. Vous pensez aux thèses du philosophe allemand Hartmut Rosa sur l'accélération générale de nos sociétés. Je pense que ça c'était un auteur qu'on doit avoir en tête parce que c'est lui qui a déjà interrogé bien
bien avant la période pandémique, cette question de savoir à quel rythme nous allons, à quel rythme vont nos sociétés. Et la question de la pandémie en tant que telle a stoppé des rythmes pour en imposer d'autres. Et plus que ça, en 2 ans, on a vécu des cadences de pic et de haut, de click and go, de stop et de recommence. Et donc, on a vécu effectivement sous une certaine rythmicité absolument non naturelle, mais qui obligeait justement notre propre naturel ou artificiel à être repensé. Alors vous savez beaucoup de choses, Alyosha Waldowski, c'est pour ça que c'est un plaisir de vous recevoir. Penser à l'émancipation aux éditions de l'Aube et Serial Virus aux éditions des Iris. Je vais pas vous demander si on sort de la crise pandémique parce que nul ne le sait. Mais en tout cas, 6e vague, vous voyez cette idée même de vague. Mais est-ce que... Alors, je vais vous demander en revanche, voilà, est-ce que vous pensez qu'on adopte, nos sociétés, la société française, adopte désormais un autre rythme face au retour probablement inéluctable de vagues successives et nouvelles du coronavirus? Alors ça, c'est évident. Vous avez absolument posé cette question et la réponse est claire. Nous devons et nous avons dû réinventer nos rythmes. Déjà? Ah oui, on l'a déjà fait. Les rythmes scolaires. Regardez les rythmes scolaires des enfants. Ils n'ont jamais travaillé de cette manière en 2 ans. Les rythmes du travail ont complètement changé avec le télétravail, le travail par Zoom, etc. Nos déplacements, nos rythmes de vacances. Donc là, je vais vous poser une question très naïve et béotienne. C'est une évolution, j'allais dire, irréversible vers plus de télétravail, de téléprésence, ou c'est juste pour s'adapter provisoirement à cette crise pandémique qui n'est pas encore terminée? Je pense que ça avait commencé de toute façon bien avant. Oui. Regardez par exemple Netflix n'est pas arrivé pour nous permettre de regarder. Enfin, je prends cet exemple-là où parmi toutes les autres consommations de séries ou d'émissions depuis chez soi, ça avait commencé bien avant. Donc c'est simplement, je pense, un effet d'accélération, mais qu'il va falloir aussi réinventer parce que regardez maintenant quand vous allez voir des expositions ou à des concerts, etc. On voit très bien comment les hologrammes justement qui sont utilisés dans la politique où le virtuel a réinvesti aussi le naturel. Virtuel, 30 secondes, hein, vraiment, c'est passionnant. On va vers les crypto-monnaies, vers la suppression des monnaies physiques. Vous pensez qu'on va vers ça et vers au fond des paiements numériques généralisés où il y aura une jonction entre l'identité bancaire et l'identité sanitaire des personnes? Oui, c'est toute la question de l'éthique du numérique, de la digitalisation de nos comportements. Ça, évidemment que ça fait partie de notre monde, mais chacun y répond à sa façon. Regardez par exemple Brexit et pandémie, ça est devenu un vrai sujet en soi. La réponse britannique n'a pas été la même que la nôtre, et donc on voit très bien comment chacun doit essayer de réinventer un espace qui est commun et en même temps trouver une solution personnelle. C'est dangereux, ça, cette fusion du bancaire et du sanitaire, ou c'est pas dangereux? Écoutez, non, je pense qu'à chaque fois, non, moi je suis progressiste moi aussi, et je pense qu'effectivement les nouvelles technologies sont là pour nous aider à nous d'en faire de bons usages. Ah, vous pensez ça? Merci beaucoup, Alyosha Waldowski, d'être venu à Radio J, c'est passionnant. Serial Virus, édition des Iris, Penser l'émancipation avec Jacques Rancière, édition de l'Aube. On vous souhaite un très bon vendredi, un très bon Shabbat, ainsi qu'à tous nos auditeurs. Chag Sameach. Merci beaucoup, merci à tous.